bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Secoué par une crise économique et financière, le Cameroun, en quête de liquidité, se tourne vers la Chine. Le président Paul Biya y effectue sa 6e visite en 35 années passées à la tête du Cameroun. De nouveaux accords de coopération économique et technique ont été signés entre les gouvernements camerounais et chinois. Cela suscite des interrogations sur les enjeux géoéconomiques de ces relations bilatérales au moment où le secteur privé camerounais peine à se frayer un chemin et saisit les opportunités de développement industriel dans un climat des affaires aussi morose au Cameroun. Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau le président de ECAM, une organisation patronale au Cameroun, président Proter Ayarma. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi ces 2 premières journées de la visite d'État de Paul Biya en Chine. Des accords de coopération économique et technique ont été signés entre les 2 pays. Quelle est l'analyse que vous faites de ces relations bilatérales économiques entre la Chine et le Cameroun? Il faut dire que les relations avec la Chine sont assez anciennes, 60 ans, plus de 60 ans. Mais elles se sont accélérées ces derniers temps au grand bonheur du Cameroun parce que, comme vous l'avez rappelé, n'est-ce pas, dans un de vos reportages, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial et financier du Cameroun. Les investissements directs étrangers de la Chine sont les plus importants. Et d'ailleurs, le Cameroun est le 2e pays au niveau africain bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'aide. Donc, c'est des relations qui sont des relations d'importance. Et il est heureux que le chef de l'État ait fait cette visite parce que les visites renforcent, n'est-ce pas, cette coopération. Justement, une coopération, vous l'avez dit, qui est axée avec beaucoup de projets infrastructurels réalisés par la Chine au Cameroun. Il y a également des projets d'alimentation en eau potable qui sont prévus dans le cadre de ces nouveaux accords de coopération économique et technique. La Chine qui envisage de construire une nouvelle route de la soie de l'Éthiopie jusqu'aux côtes sénégalaises. Et les présidents africains se félicitent de ces infrastructures énergétiques et infrastructures routières qui sont prévues dans le cadre de cette nouvelle route de la soie. Quels sont les enjeux géoéconomiques d'un tel intérêt de la Chine pour le continent africain et pour le Cameroun? Évidemment, l'intérêt de la Chine pour l'Afrique n'est pas gratuit, n'est pas fortuit. La Chine a mis plus de 60 milliards de dollars sur la table pour l'émergence de l'Afrique. C'est le seul pays, n'est-ce pas, qui est mis sur la table un tel pactole. Parce que la Chine a compris que l'Afrique, c'est la nouvelle destination, n'est-ce pas, de la croissance. Et elle entend prendre des positions très très fortes. Et je crois qu'elle est assez bien partie parce que elle intervient dans tous les secteurs, que ce soit, vous avez parlé de l'infrastructure, vous aurez pu parler de l'agriculture également, vous aurez pu parler des nouvelles technologies. Donc, la Chine a compris bien avant les autres, ou mieux que les autres, n'est-ce pas, tout le parti qu'il pouvait tirer d'une coopération apparemment gagnant-gagnant, n'est-ce pas, avec l'Afrique. Proter Ayarma, on vous suit évoquer le mot d'apparence sur ce partenariat entre l'Afrique et la Chine. Et les Camerounais aussi s'interrogent sur ce qu'ils gagnent réellement de cet affermissement des relations bilatérales économiques entre Yaoundé et Pékin. Les faits parlent pour la Chine, c'est factuel, ça va au-delà de l'apparence. Mais je dis que c'est aux Camerounais, n'est-ce pas, au Cameroun et aux Africains, n'est-ce pas, à défendre eux également leurs intérêts. Vous constaterez que ce qui pêche le plus, n'est-ce pas, dans cette coopération, c'est que en réalité, il n'y a pas un véritable transfert de technologies. Vous verrez que même au Palais des Congrès de Yaoundé, qui a été construit il y a maintenant, je ne sais pas, une 40aine d'années, c'est les Chinois qui continuent à maintenir. Donc il y a véritablement ce point noir dans la collaboration. La Chine est en train de faire de l'Afrique des obligés perpétuels, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'eux. Mais c'est à nous, n'est-ce pas, dans le cadre de cette coopération-là, à négocier, n'est-ce pas. Vous avez vu que lorsque la Chine
a dû acheter des avions militaires en France, hein, elle a exigé qu'une partie soit montée, n'est-ce pas, en Chine, pour qu'elle puisse justement maîtriser la technologie. Donc, c'est à nous, hein, n'est-ce pas, à savoir ce que nous devons tirer, n'est-ce pas, de cette coopération. Le Cameroun peut-il justement poser cette doléance sur la table avec la deuxième puissance économique mondiale qu'est la Chine? Et bien sûr, bien sûr. Si la Chine vient au Cameroun, c'est parce qu'elle a un intérêt. Elle a besoin des matières premières du Cameroun, n'est-ce pas, pour continuer à se développer. C'est à nous également, n'est-ce pas, également à leur proposer des produits. Hein. Donc, de mon point de vue, malgré la taille des deux économies, hein, elles peuvent coopérer. Il faut préciser que les investissements chinois au Cameroun s'élèvent à près de 1850 milliards de francs CFA entre 2000 et 2014, soit 67% des investissements directs étrangers au Cameroun. Et également, la Chine a la plus grande part de la dette bilatérale du Cameroun. Cela démontre-t-il le poids de la Chine, son influence sur le Cameroun dans le cadre de cette relation bilatérale? Oui, c'est une relation qui est déséquilibrée. Hein. Ça, c'est tout à fait exact. Mais c'est à nous à tirer profit, hein. C'est à nous à tirer avantage. On ne peut pas se plaindre que la Chine vienne investir au Cameroun, bien au contraire. On souhaite même qu'elle investisse davantage. Mais je crois que en tant que partenaire, hein, c'est à nous à connaître exactement quels sont nos intérêts et comment pouvoir les défendre. Ça, j'insiste là-dessus. Je préfère que la Chine investisse massivement plutôt que rien du tout. Je préfère cette dépendance, n'est-ce pas, économique vis-à-vis de la Chine. Encore que j'ai entendu le chef d'État dire que la Chine ne vient prendre la place de personne. Donc, s'il y a d'autres économies, d'autres puissances qui s'intéressent au Cameroun, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. En marge de la visite d'État du président de la République en Chine, un forum économique était initialement prévu à Beijing, une rencontre entre les hommes d'affaires camerounais et les hommes d'affaires chinois. Vous y étiez convié en tant que président de l'organisation patronale ECAM, et à la dernière minute, ce forum a été annulé. Que s'est-il passé? Je dirais même que c'est lorsque j'allais prendre mon avion pour Beijing que j'ai été informé que ce forum était annulé. Pour l'instant, les raisons de cette annulation ne nous ont pas encore été officiellement, n'est-ce pas, données. Encore que c'était un peu maladroit le communiqué qui nous a été envoyé, puisqu'on disait que pour des raisons inconnues de nous, alors que ce projet avait reçu le haut quitus du chef de l'État, il a été annulé tout à fait brutalement. Je vais d'abord dire quel est l'intérêt. Vous savez que le président de la République est le principal VRP de son pays. Hein. D'autres l'ont compris. Lorsqu'il voyage, ils amènent toujours avec eux des opérateurs économiques parce que son rôle, c'est de faciliter et puis d'ouvrir les portes. Et donc là, il s'agit d'une opportunité manquée. Hein, une offensive pour les opérateurs économiques qui n'est pas arrivée. Non, moi je dirais une opportunité économique. Hein, je ne m'y connais pas en diplomatie, complètement ratée et qui risque d'être contre-productive. Parce que imaginez-vous qu'en moins de 48 heures, nous avons réussi à mobiliser plus d'une centaine d'entrepreneurs. Ce qui montre l'attrait, n'est-ce pas, qu'exerce ce pays sur les Africains en général, le Camerounais en particulier. Parce que c'était un peu l'occasion d'aller voir le modèle chinois. Parce que souvenez-vous qu'au moment des indépendances, nous étions au même niveau de développement. Donc c'est toujours très fascinant, c'est toujours très instructif, n'est-ce pas, d'aller voir comment les autres ont fait pour réussir. Et il est vraiment dommage que ce forum ait avorté. On espère que vous, le problème s'est posé à quel niveau concrètement? Certaines personnalités estiment qu'il y a eu d'autres Camerounais qui avaient organisé un pareil événement, à savoir des rencontres économiques entre les opérateurs camerounais et des hommes d'affaires chinois, et qu'ils ont accusé le gouvernement d'avoir voulu leur spolier
leurs projets au profit de la visite du président de la République? Non, 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 non. Je crois que moi, je n'irai pas jusque-là, hein. Moi, je veux rester tout à fait factuel. Effectivement, il y a d'autres initiatives qui sont en cours, hein, visant à conduire des hommes d'affaires camerounais vers la Chine, mais ce n'est pas des initiatives qui s'excluent. Il se trouve tout simplement que le chef de l'État a voulu, n'est-ce pas, associer les hommes d'affaires à cette visite-là. Malheureusement, dans une impréparation totale. Imaginez-vous que nous avons été informés moins de 3 semaines, 2 semaines même je dirais, de la visite. Vous savez qu'une visite d'affaires, ça se prépare. Hein. Quand vous voyez quelqu'un comme Zumbak organiser un forum économique, hein, ça lui prend 2 ans. Il faut caler des rendez-vous, il faut contacter au préalable des partenaires. Au moment où nous nous apprêtions à partir, nous ne savions même pas où ça se passerait. Ce forum avait été prévu dans une région et puis en dernière minute, on nous a dit que c'était à Beijing même. On n'avait pas la liste des entreprises chinoises qui seraient présentes. Bref, il y a eu beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'impréparation, comme s'il suffisait de claquer, n'est-ce pas, du doigt, n'est-ce pas, pour organiser un forum comme celui-là. Il faut malheureusement regretter cette imposture, parce que c'est un véritable métier organiser un événement comme celui-là, et c'est un tout petit peu dommage, parce que c'est quand même l'image, n'est-ce pas, du Cameroun, c'est la confiance des hommes d'affaires vis-à-vis du public. Au moment où une dynamique de dialogue public-privé est en marche, ça fait un peu mauvais genre. Justement, à l'ère de la compétitivité économique et de cette dynamique entre le secteur public et le secteur privé, on constate que le développement des PME est au cœur des préoccupations. Le chef de l'État, Paul Biya, a lui-même reconnu qu'il y avait la nécessité de régler la dette due aux PME. Il a promis en décembre 2017 que cette dette devait être réglée en 2018. Nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année 2018. Protais Ayarma, est-ce que cette dette due aux PME a été réglée? Bon, déjà c'est une prise de conscience un peu tardive, mais salutaire quand même, hein, parce que on aurait épargné la disparition de plusieurs PME, PMI. À date, vous savez que nous sortons du CBF, Cameroun Business Forum, où cette thématique était à l'ordre du jour. Hein, c'était la thématique principale d'ailleurs du CBF. Malheureusement, au moment où je vous parle, la dette n'a pas encore commencé à être payée, parce que le ministre des Finances a estimé qu'il fallait auditer la dette. Et qu'en pensez-vous de la démarche proposée par le ministre Luc-Paul Motazé en charge des finances? C'est quand même un peu surprenant que ce soit au moment où on demande de payer la dette qu'on décide de l'auditer, parce que ces dettes parfois vieilles de plusieurs années. Je suppose qu'à tout moment, n'est-ce pas, le gouvernement audite sa dette. Mais toujours est-il que au 31 décembre 2017, si on s'en tient aux chiffres, n'est-ce pas, donnés par la Caisse autonome d'amortissement, ce qui signifie quand même qu'ils ont une indication sur le niveau de la dette, et que toute la dette n'est pas contestable. Donc, une partie aurait déjà pu être payée, même avant l'audit. Mais on nous a annoncé que l'audit prendrait fin à la fin du mois de mars. Donc, nous avons bon espoir que cette dette va commencer à être payée au début du deuxième trimestre. Quelle est l'évaluation que vous faites justement des chiffres que vous avez concernant cette dette due aux petites et moyennes entreprises au Cameroun? Évidemment, c'est une estimation en attendant l'audit en cours, n'est-ce pas, du ministère des Finances. La dette est estimée autour de 750 milliards de francs CFA. Justement, c'est une dette qui est très importante, qui représente le chiffre d'affaires, on l'a calculé au niveau de la plateforme du secteur privé, de près de 70 000 petites entreprises camerounaises. Alors quand on a des factures impayées comme celle-là qui s'accumulent depuis de nombreuses années, comment l'activité des entreprises est-elle impactée? L'activité est bien sûr ralentie. C'est des salaires qui ne sont pas payés dans les entreprises. C'est les affaires qui ne prospèrent pas.
Parce que c'est l'argent, c'est la trésorerie qui est le moteur, n'est-ce pas, de notre activité. Lorsque vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs. Et c'est très, très embêtant. Et je vais m'ajouter que cette dette de l'État doit s'ajouter à la dette des grandes entreprises qui également participent, n'est-ce pas, à l'asphyxie des petites compagnies. Parce que vous savez, les grandes compagnies ne vous font pas de crédit. Parfois, vous payez même d'avance. Je prends l'exemple des compagnies de téléphonie mobile, vous payez d'avance. Mais quand elles doivent payer leurs fournisseurs, elles payent quand elles veulent. Donc, il y a une asymétrie totale entre les délais de paiement et puis les délais de recouvrement. C'est ce qui peut expliquer les difficultés des PME. Ajouter au fait que, bon, déjà, les PME ont du mal à accéder à la commande publique. Si en plus la petite commande publique à laquelle elles ont accès n'est pas honorée, il ne faut pas être étonné que 3 ans après, 50% des PME aient disparu. Justement, la question du financement de ces petites et moyennes entreprises transparaît derrière ces problèmes de facture, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent pour faire fonctionner ces entreprises-là. Et dès lors, il y a l'épineuse question de la banque des PME qui ressurgit. Ça fait plus de 2 ans que cette banque a été mise en place. Est-ce qu'elle a commencé à atteindre ses objectifs, Proteriama? Aucun des objectifs fixés à cette banque n'a été atteint. Et je crois que tout le monde a pris acte de son échec, puisqu'on parle de restructurer, n'est-ce pas, cette banque. Mais sa création portait déjà en elle-même les germes de son échec. Lesquels germes? Lorsque vous voyez le modèle, le business model qui a été retenu, c'était évident qu'on arriverait là. Parce qu'on a pensé que c'était avec le capital de la banque qu'on allait financer les PME, avec 10 milliards, lorsque déjà plus de la moitié a été bouffée par... les dépenses de fonctionnement? Non, les dépenses même de mise en place. C'est à croire que même déjà le projet n'était pas tout à fait mature. Cette banque a mis plusieurs années avant de pouvoir véritablement même ouvrir. Pendant ce temps, elle a consommé, n'est-ce pas, de fonds. Donc on a cru que c'était avec ça. Non, ce n'est pas avec leur capital que les banques fonctionnent, c'est avec les dépôts. Or, déjà dès le départ, on a dit que c'était une banque qui ne concernait que les PME, c'est elle qui devait ouvrir les banques. Or, les PME sont demanderesses nettes de fonds. Qu'est-ce qui fait fonctionner les banques? C'est les dépôts des particuliers. C'est avec votre argent, c'est avec mon argent, n'est-ce pas, qu'on finance les entreprises. Alors, très très rapidement, lorsque cette banque a épuisé les 10 milliards qui avaient été mis à sa disposition, donc aujourd'hui on pense que il faut complètement restructurer la banque. Il faut revoir le management. On ne peut pas confier une banque comme celle-là. Je dois dire que la gestion d'une banque de PME est encore beaucoup plus difficile qu'une banque commerciale. Poser le problème de la qualité des ressources humaines qui doivent gérer cette banque. Oui, absolument, absolument. On ne peut pas confier une banque comme celle-là uniquement à des fonctionnaires. Je prends par exemple le conseil d'administration. Sur 12 administrateurs, il y a un seul représentant du secteur privé. La direction générale est animée presque exclusivement par des fonctionnaires. Donc, qui ne connaissent pas très très bien les PME. C'est pour ça que je dis que déjà au départ, elle avait les germes, n'est-ce pas, de son échec. Un conseil d'administration d'une banque des PME où se trouve un seul administrateur venant du secteur privé. Le président du JICAM a posé ce problème lors de la rencontre du Cameroun Business Forum, le mépris du secteur privé, mépris de la part des pouvoirs publics. Ça fait 9 ans que vous discutez avec les pouvoirs publics dans le cadre du Cameroun Business Forum. Très peu de choses avancent en matière de mise en œuvre des réformes économiques. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs, malgré vos rencontres annuelles? Bon, il faut quand même dire que les choses avancent un tout petit peu. L'amplitude n'est pas celle souhaitée, ni les délais. Tout le monde connaît l'inertie un peu du pays. Nous en sommes également victimes. Mais il y a quand même des choses qui se font. Et ce qui est dommage, c'est que même le peu qui se fait n'est pas connu. Il y a un problème de communication
Hein, je prends un exemple. Hein, sait-on que pour créer une entreprise au Cameroun, maintenant, on peut le faire en 72 heures. Sait-on que le recours au notaire n'est plus obligatoire, il est facultatif. Donc c'est autant de choses qui ne sont même pas connues, c'est des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place grâce au Cameroun Business Forum. Et sur les 170 propositions de réforme qui ont été formulées par le CBF, il y a quand même une bonne fourchette, plus d'une centaine qui ont été mises en place. Mais ce n'est pas des réformes qui sont des réformes impactantes. Il y a des réformes qui sont bloquées au niveau des autorités. Par exemple, nommer un directeur général à la Caisse des dépôts et consignations, ça ne me semble pas si difficile que ça. Or, vous savez que dans un pays, la Caisse des dépôts et consignations, c'est un gros investisseur institutionnel. Ça pourrait régler justement les problèmes des PME, PMI. Donc il y a un certain nombre de réformes comme ça qui ne vont pas jusqu'au bout, qui font que les réformettes que nous faisons, finalement, n'ont pas l'impact qu'il aurait fallu. Sur la question du dialogue entre vous qui êtes du secteur privé et les membres du gouvernement appelés à mener ces réformes, plusieurs chefs d'entreprise se plaignent de ce qu'ils ne sont pas toujours écoutés et que les réformes qui sont choisies d'être implémentées ne cadrent pas avec les attentes formulées au départ. Oui, bon, c'est un débat constant. Dans tous les pays au monde, il y a toujours ce décalage entre la vision du secteur privé et la vision du secteur public. Pour autant, nous ne revendiquons pas la cogestion. Moi, je n'ai pas été élu, donc je ne peux pas. Mais nous disons tout simplement à notre partenaire, parce que nous estimons que le secteur public est notre partenaire. Le président de la plateforme du secteur privé l'a dit, le secteur privé n'est pas le concurrent du gouvernement, il n'est pas l'ennemi du gouvernement. Nous devons donc travailler ensemble, nous devons travailler en synergie. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, ce dialogue. D'ailleurs, nous avons sur la table la restructuration de ce dialogue. C'est le dossier que nous avons sur la table. Vous savez restructuration d'un dialogue avec une épineuse question sur la représentativité du secteur privé au sein de Cameroun Business Forum. Oui, non, c'est pas un épineux problème. Il faut tout simplement qu'on s'entende sur les missions des uns et des autres. Vous avez constaté lors du dernier CBF qu'il y a eu 2 discours du secteur privé. Heureusement que... Le président de la Chambre de commerce, voilà, le président de la Chambre de commerce, le président du JICAM également, tous les deux qui parlent au nom du secteur privé. Disons qu'il y a le président de la Chambre de commerce qui s'est exprimé, il y a le président de la plateforme du secteur privé qui s'est exprimé. Il se trouve que c'est le président du JICAM en ce moment. Oui, il y a eu effectivement quelques petits... Comment est-ce qu'on va dire ça? Mais disons que c'est pas celui qui parle qui est important. Et moi, je regrette qu'on se soit beaucoup focalisé sur la personne qui allait parler plutôt que sur le message qu'il allait porter pour le compte du secteur privé. Mais de tels conflits feutrés ne peuvent pas fragiliser la voix des patrons d'entreprises, la voix du secteur privé sur les réformes attendues? Non, pour moi, les choses sont très claires. Je crois que c'est des choses que nous allons clarifier. La Chambre de commerce est un établissement public. Donc, par définition, elle ne peut pas représenter le secteur privé. Il se trouve que le décret qui crée la Chambre de commerce, en l'absence de toute autre n'est-ce pas, organisation, a fait de la Chambre de commerce le représentant des intérêts commerciaux et privés. Mais il se trouve que le décret qui crée le CBF fait de la plateforme du secteur privé l'interlocuteur du gouvernement dans le dialogue secteur privé, secteur public. Donc, c'est des problèmes qui vont être réglés de mon point de vue. Ça ne devrait pas poser de problème. D'autant plus que c'est la Chambre de commerce qui a un peu porté la plateforme du secteur privé. Et lorsqu'on regarde la composition de la plateforme du secteur privé, les chambres consulaires, c'est-à-dire la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture, ne sont que des membres associés. Et c'est un tout petit peu dommage, c'est un tout petit peu logique. La Chambre de commerce a des missions de service public et des missions professionnelles.
la plateforme du secteur privé est l'instrument privilégié du dialogue entre le secteur privé et le secteur public, tel que le décret créant le CBF le stipule. Parmi les attentes du secteur privé, il y a bien sûr l'accompagnement et l'accompagnement de la part des pouvoirs publics pour les champions nationaux dans un contexte de crise économique. Les entreprises camerounaises peuvent-elles émerger à ce stade d'être des capitaines d'industrie et des champions nationaux capables d'exporter le Made in Cameroun et des produits transformés? Oui, bien sûr, moi j'y crois et je salue cette initiative de l'ancien ministre de l'économie, devenu ministre des Finances, qui est venu à Douala justement nous entretenir sur sa volonté de créer des champions nationaux. Ça existe partout. La Corée, même le Nigeria Dangote, c'est un champion national. Cela suppose qu'on choisisse, mais de façon très objective, justement ceux des chefs d'entreprise qui sont capables de jouer ce rôle-là. Les débats justement étaient sur ces critères de sélection. Oui, c'est ça le problème. On ne souhaite plus de transparence, on ne souhaite plus de visibilité. Il ne s'agit pas qu'on aille prendre son copain au quartier et qu'on dise que voilà, c'est un champion national, qu'on lui donne sans contrôle de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'idée, et nous sommes prêts à travailler là-dessus, c'est dans chaque domaine, notamment dans les domaines stratégiques, avoir des champions nationaux. Il n'est pas normal que dans des domaines stratégiques et juteux comme la téléphonie, on n'est pas un champion national. Quand on parle de téléphonie, on parle de Orange, on parle de MTN, on ne parle pas de Camtel. Dans des domaines comme ceux-là, il faudrait qu'on ait des champions nationaux. Dans la construction des infrastructures, on a eu à l'époque les Nanga Company et tout. Il n'y en a plus. Il faudrait qu'on ait des champions nationaux. Cela signifie que, par priorité, l'État, lorsqu'il y a une commande publique, les aide, leur donne des marchés, que les banques les accompagnent. C'est comme ça qu'on fabrique des champions nationaux. Mais les entreprises camerounaises sont accusées de manquer de compétitivité, que la qualité des services et des produits et des prestations fournies sont loin de satisfaire les attentes du client. Du coup, ils peinent à pouvoir être compétitifs sur un marché de plus en plus concurrentiel. Non, c'est trop facile. Je connais beaucoup de Camerounais, beaucoup d'entreprises camerounaises qui exportent. Je connais beaucoup qui travaillent dans les pays voisins, en Côte d'Ivoire, qui font des chantiers et tout. Donc, on ne peut pas faire cette injure aux Camerounais, même si, par le passé, on a eu quelques cas, et encore que ces cas-là sont connus. Quand on va donner un chantier à un petit copain, il ne faut pas être surpris que ça ne marche pas. Il y a d'authentiques entrepreneurs camerounais, mais ce n'est pas toujours ceux-là qui bénéficient de l'attention des pouvoirs publics, malheureusement. Justement. Et puis, il ne faut pas obliger ce phénomène, cet hydre qu'on appelle la corruption, et qui fausse toutes les règles du jeu. Justement, la corruption, à côté de cette corruption, il y a le problème d'intégration régionale économique. Les Camerounais qui souhaitent exporter davantage dans la sous-région et qui sont confrontés à de sérieuses difficultés relatives à cette libre circulation des biens des personnes avec la Guinée équatoriale, qui a fermé ses frontières à la suite d'une tentative de coup d'État. Comment est-ce que vous, dans le secteur privé camerounais, vous vivez cette situation concernant l'intégration économique sous-régionale? Écoutez, j'espère qu'on va sauter cette étape-là, parce que vous savez qu'à Kigali, tout à fait récemment, les chefs d'État ont signé, n'est-ce pas, cette fameuse charte sur l'intégration africaine, qui signifie que on va ouvrir les portes, on pourra circuler, on pourra commercer dans toute l'Afrique. La CEMAC est connue comme étant la sous-région la plus réfractaire, n'est-ce pas, à l'ouverture de ses frontières. Peut-être qu'en les ouvrant plus largement, ça ira. Disons que pour ce qui nous concerne, c'est plus intéressant pour nous de commercer avec le Nigeria qu'avec la Guinée équatoriale. Donc finalement, qu'elle ferme ses frontières. Si les autres les ouvrent, je crois que nous gagnons au change. Justement, cette zone de libre-échange continentale, 44 pays africains ont signé pour l'instauration de cette zone de libre-échange continentale. Les Camerounais, les Africains, ils comprennent très peu de choses. De quoi il s'agit concrètement en quelques mots, D'abord, c'est une bonne nouvelle, mais bon, moi je ne connais pas dans le détail. J'ai reçu le texte que je n'ai pas encore eu le temps de... Il s'agit
un peu comme à l'instar de l'Europe, hein, avec son marché commun, hein, de faire de toute l'Afrique un vaste marché commun. Donc avec avec l'abolition des frontières et donc des barrières douanières, hein, ce qui fait que si vous avez un produit qui est compétitif, vous êtes capable d'aller le vendre n'importe où, hein, sans que vous soyez pénalisé par toutes ces taxes qui protègent nos micro-États. Donc, moi, de mon point de vue, c'est une très bonne nouvelle. Bon, maintenant, l'Union africaine nous habitue à de bonnes nouvelles. On va voir comment est-ce que cela va s'implanter. Pour terminer cette émission... Encore que je regrette que le Nigeria soit un peu réticent, mais l'Afrique du Sud, hein, le Maroc et tout ça ont signé cette charte. Justement, il manque l'étape de la ratification par les différents États africains. C'est une autre paire de manches. Oui. Il y a le programme de redressement économique que le Cameroun a conclu avec le FMI. Cela fait 1 an aujourd'hui. Est-ce que l'assainissement des finances publiques, pour vous, répond aux attentes du secteur privé et des différents partenaires financiers du Cameroun? Bon, nous avons, et nous l'avons exprimé, hein, tout lieu de craindre, n'est-ce pas, de cet accord, parce que les premières victimes, c'est nous. C'est les opérateurs économiques. Hein. Dans un contexte de contraintes, des restrictions budgétaires, il faut craindre un accroissement de la pression fiscale. Il faut craindre une trop grande restriction de la commande publique. Il faut savoir qu'au Cameroun, l'État est le premier client des entreprises. S'il n'achète plus, cela signifie que on ne peut pas, hein, la croissance par la demande est complètement annihilée. Donc nous avons tout à craindre. La seule bonne nouvelle, c'est que l'État également, dans la foulée, est obligé de faire des efforts. L'État est obligé de faire une cure d'amaigrissement, de revoir son train de vie, d'être plus exigeant en matière de rigueur économique. C'est peut-être ce qui explique l'accélération, n'est-ce pas, de toutes ces arrestations ou bien ces détentions préventives. Mais de toutes les façons, on est dos au mur, hein, et c'est quand même très très difficile, non seulement pour les Camerounais, mais pour les opérateurs camerounais. Merci Protais Ayama d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation patronale ECAM, entreprise du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.